La ville sert à faire des échanges. Bon. Dans le monde moderne, où on est tous dans le tertiaire, les machines bossent à notre place pour faire nos fringues, notre nourriture, nos voitures, etc. En fait, tout ce qu'on a à faire, nous, c'est de gérer les échanges liés à tous ces flux physiques monstrueux qu'on a créés grâce aux machines, et donc on s'est tous mis en ville. Mais ça flotte pas dans un monde à l'énergie rare. D'un point de vue de gestion démographique, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, entre vivre en ville, vivre dans des milieux davantage ruraux et sur l'évolution de tout cela, quelle est la meilleure option, un peu schématiquement, pour le climat et dans un monde idéal pour s'en sortir? Est-ce qu'on ferait mieux de tous s'espacer? Est-ce qu'on ferait mieux de vivre en ville? En fait, la réponse à ça, elle est très liée à l'énergie plus qu'au climat. Quand on regarde comment était occupé le territoire français avant l'énergie abondante, il y a quelques siècles, on se rend compte qu'il y avait finalement, on pouvait être dans deux types de schémas. Soit on était dans un schéma totalement rural, où là, en gros, on n'était pas dans l'autarcie, mais proche de l'autarcie. C'est-à-dire qu'en fait, on avait l'essentiel de ce qui nous était nécessaire pour vivre en interagissant avec des gens qui étaient à faible distance de là où on était. Donc les pierres pour construire son logement, elles n'étaient pas loin. La charpente pour construire le logement, elle n'était pas loin. Les paysans n'étaient pas des charpentiers, mais on le connaissait, il n'était pas loin. L'essentiel des gens étaient agriculteurs, parce que le premier besoin, c'est de se nourrir, et l'agriculture n'était pas très productive. Et puis, il y avait quelques personnes qui échappaient à ce schéma, qui étaient dans le tissu d'échange, et ça, c'était la ville. Donc en fait, la ville est un endroit où on fait des échanges. C'est essentiellement à ça que ça sert. On voit bien que toutes les villes sont structurées, enfin, dans l'urbanisme ancien, autour de lieux d'échange. L'école, où on échange des savoirs, qui est au centre de la ville. La place de marché, où on échange des biens, qui est au centre de la ville. L'église ou la mosquée ou la synagogue, whatever, qui est au centre de la ville aussi, où on échange des valeurs morales et des croyances. La représentation du pouvoir central, qui est aussi au centre de la ville. Et puis après, les gens sont... Parce que la ville sert à faire des échanges. Bon. Dans le monde moderne, où on est tous dans le tertiaire, les machines bossent à notre place pour faire nos fringues, notre nourriture, nos voitures, etc. En fait, tout ce qu'on a à faire, nous, c'est de gérer les échanges liés à tous ces flux physiques monstrueux qu'on a créés grâce aux machines, et donc on s'est tous mis en ville. Mais ça flotte pas dans un monde à l'énergie rare. Dans un monde à l'énergie rare, d'abord, il y aura moins de trucs à échanger. Il y aura une complexité moins importante du monde à gérer. On va devoir simplifier le monde dans un monde à l'énergie rare. Et par ailleurs, on n'aura plus, par exemple, autant de capacités de transport longue distance pour alimenter les villes, pour amener les vêtements, pour amener, etc. Une Île-de-France à 10 millions d'habitants, c'est un truc qui flotte pas dans un monde à l'énergie très contrainte. Alors la bonne question à ce moment, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens? Ce qu'on a créé sous forme de banlieue, en fait, c'est trop peu dense pour en faire des tissus d'échange urbains dans un monde à l'énergie rare, mais c'est trop dense pour en refaire des paysages agricoles. Donc il y a toute cette question urbanistique. Alors pour le moment, personne n'a la réponse. On ne sait pas comment ça va se passer. C'est une question qui est posée. Et oui, dans un monde à l'énergie contrainte, j'ai envie de dire, le paysage général qu'on imagine, c'est des petites villes compactes, très disséminées sur le territoire, avec un arrière-pays qui permet d'assurer une plus grande part de la subsistance immédiate que ce qu'on a aujourd'hui. Donc il faut avoir des courgettes, du blé et des poulets un peu partout, et pas juste tous les poulets et tous les cochons en Bretagne, tout le blé ici, tout le maïs là, et toutes les courgettes en Espagne. Voilà, ça c'est un truc qui marche pas bien dans un monde à l'énergie contrainte, et c'est pareil pour d'autres commodités. C'est aussi comme ça qu'on peut diminuer le volume global de déplacement, ce qu'on va être obligé de faire, en diminuant les portées des déplacements, ce qu'on va être obligé de faire dans un monde à l'énergie plus contrainte. Voilà, donc on imagine bien que, pour finir, le schéma urbanistique qu'on favorise aujourd'hui encore, c'est-à-dire créer des métropoles qui soient de plus en plus grosses, parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on rivalise dans la compétition internationale qu'on a, etc. En fait, c'est quelque chose qui a marché dans le passé, c'est un truc qui marchote déjà moins bien aujourd'hui, et c'est un truc qui ne marchera pas du tout, qui ne prépare pas du tout l'avenir. On sait que la population doit manger moins de viande pour limiter son impact sur l'environnement. De plus en plus de personnes, évidemment, deviennent végétariennes, mais au-delà de celles qui deviennent végétariennes, il y a un enjeu global à réduire la consommation de viande. Est-ce qu'on a aujourd'hui des ordres de grandeur qui permettent de voir à quoi ça ressemble aujourd'hui, et comment est-ce qu'on fait pour encourager tout cela? À nouveau, je vais repartir du passé. Ouais. Entre il y a 2 siècles et maintenant, la consommation de viande par personne en France a en gros été multipliée par 5. Nos ancêtres, en 1800, mangeaient à peu près 20 kilos de viande par personne et par an. Aujourd'hui, donc on est passé à un peu moins de 100 kilos de viande par personne et par an. Alors ça s'érode très légèrement depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Et puis par ailleurs, la composition de ce panier de viande change. Il y a plus de volailles, moins de bœuf. Voilà, ça se modifie. Pourquoi est-ce qu'il faut manger moins de viande? Alors sur le plan environnemental,
je ne vais pas parler du plan sanitaire. Sur le plan environnemental, la possibilité de manger beaucoup de viande nécessite une agriculture très productive, parce que évidemment, plutôt que de manger 1 calorie de lentilles ou de pois chiches, qui est, comme chacun sait, l'aliment de la transition par excellence, si vous mangez 1 calorie de bœuf, il vous aura fallu 5-10 calories de végétales pour alimenter votre animal que vous allez manger. Donc ça veut dire qu'il faut une production végétale plus importante. Alors ça a été permis par les combustibles fossiles. Juste pour donner un ordre de grandeur, entre la production céréalière par hectare qu'on avait avant les combustibles fossiles, allez, on va dire avant la Seconde Guerre mondiale, et celle qu'on avait en 1975, il y a eu un facteur 5. C'est-à-dire que la production à l'hectare a été multipliée par 5. Et aujourd'hui, l'essentiel des cultures, c'est des cultures qui ne servent pas à nourrir des gens. Un champ de maïs, c'est du maïs fourrage, ça sert à nourrir des animaux. Une prairie, les gens ne broutent pas l'herbe, ça sert à nourrir les animaux, même si le trèfle, c'est bon. Les fleurs de trèfle, c'est un petit peu sucré, c'est pas mauvais. Et puis, quand vous avez un champ de blé, 1 fois sur 2, il va servir à nourrir des animaux aussi. Enfin, voilà, donc il y a plein de cultures qui servent à nourrir les animaux. Et on peut se le permettre, encore une fois, parce que l'agriculture est très productive. Dans un monde où l'agriculture est moins productive, on a le choix entre continuer à manger autant de viande et couper toutes les forêts pour avoir plus de surface, pour être toujours capable de nourrir les animaux qu'on mange, c'est peut-être pas une option géniale, ou bien on peut manger moins de viande. Alors moi, je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il ne faut plus en manger du tout. Alors après, il y a un débat sur la souffrance animale, etc., qui n'est plus un débat environnemental, c'est autre chose. On peut avoir un long débat pour savoir si la vache, il vaut mieux qu'elle finisse sa vie en ayant un cancer et des rhumatismes ou qu'elle y passe proprement et rapidement. C'est un long débat. Non, mais, bon. Et puis, il y a des tas de surfaces qui ne sont pas valorisables facilement avec des cultures. Les prairies de montagne, par exemple, vous n'allez pas y mettre des champs de blé. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les prairies de montagne? On n'y mettra pas non plus des skieurs, on vient d'en parler. Bon. Donc, l'élevage, c'est quand même pas complètement stupide, historiquement, pour valoriser au mieux un certain nombre de surfaces. Par contre, aujourd'hui, c'est clair qu'on a un trop gros cheptel. Et quand on réfléchit à la baisse de la consommation de viande, il y a un truc qu'il faut absolument qu'on garde en tête, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les éleveurs? Quel est le contrat social qu'on passe avec les éleveurs, dont il faut rappeler que c'est déjà les agriculteurs qui gagnent le moins. C'est ceux chez qui il y a le taux de suicide le plus élevé. Donc moi, je veux bien qu'on désespère encore plus Billancourt, mais à un moment, il faut quand même leur dire, écoutez les gars, on va en manger moins, mais ça va pas être vous les dindons de la farce. Bon. Surtout qu'on a un problème par ailleurs, on vient d'en reparler, de, entre guillemets, repeuplement des campagnes. Bon. À un moment, il faut accepter que si on mange moins de viande, elle vaut plus cher. Une manière de faire, ça peut être de mettre partout des cahiers des charges, des labels, des trucs comme ça, parce qu'en général, c'est quelque chose qui fait que le consommateur accepte une valorisation plus élevée. Et puis, il y a toute la question des intermédiaires. Si on achète la viande qu'on cuisine nous-mêmes, ça coûte fatalement moins cher globalement que si on l'achète déjà transformée. Bon. Il y a toute une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on réoriente le système autour de ça. Si aujourd'hui, on dit juste « je mange moins de viande, point », le système je ne mange plus de viande, plus exactement, point. Le système ne se réoriente pas nécessairement de la façon la plus intéressante. Et encore une fois, est-ce qu'il ne faut plus en manger du tout ou est-ce qu'il faut juste se dire, bon, aujourd'hui, on en mange 2 fois trop, donc on va le diviser par 2 ou on va le diviser par 3. On en mangera encore de temps en temps. Mais c'est une affaire de proportion.